dans l'émission Débat et vous de ce mercredi 7 mars 2012. Ce soir, nous allons évoquer la situation des ex-salariés d'Erel Idriss. On en a parlé tout à l'heure dans le JT. Ils ont été licenciés fin novembre dernier, faute de repreneurs. Depuis ce temps-là, une vingtaine des 37 salariés que comptait l'usine occupent donc le site de l'ancien fabricant de haillons élévateurs. C'est avenue de Stalingrad à Dijon. Ils ont décidé de prendre les choses en main. Pour en parler, je reçois donc trois de ces ex-salariés d'Erel Idriss. Manuel Diestré, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez et vous êtes encore un peu le délégué syndical Force ouvrière. Vous parlez souvent au nom de vos camarades. Oui. Anthony Gontier, vous étiez ouvrier quand l'usine fonctionnait. Et enfin, Jean-Claude Gauthier, vous étiez le trésorier du comité d'entreprise d'Erel Idriss. Tout à fait, bonsour. Alors bonsoir et merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau Merci déjà. à vous. Pour commencer, je propose à l'intention des téléspectateurs qui n'auraient pas tout suivi un récapitulatif des événements que vous avez traversés. Donc après la liquidation judiciaire d'Erel Idriss prononcée par le tribunal administratif, vous avez reçu vos lettres de licenciement le 30 novembre dernier. On était venu vous voir d'ailleurs à cette occasion. Voici les images de cette journée, regardez. On a reçu notre lettre de licenciement. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de repreneur, maintenant on va bloquer l'usine. On a commencé hier soir. On fait ça par roulement. C'est-à-dire qu'hier, il y en avait 4. Ce soir, il y en aura 4 jusqu'à qu'on obtienne ce qu'on réclame. On réclame de partir, pas avec, au bout de 25 ans, pas partir avec que 12 000 euros. Si on en est là aujourd'hui, c'est pas la faute des salariés. On voit ici la petite quête que vous aviez organisée en plus pour vous permettre de vivre un peu l'usine. Donc sur ces images, forcément, vous n'aviez pas le moral, j'imagine. Pourtant, vous affirmiez déjà, Monsieur Diestré, que vous n'alliez pas partir sans vous battre. Et vous avez plusieurs fois par le passé montré cette détermination à vous battre, en fait, notamment quand en 2009, vous avez brièvement menacé la direction de faire péter des bonbonnes de gaz. Alors, ma première question, pourquoi est-ce que là où d'autres baissent les bras et cherchent un autre travail, vous refusez systématiquement de baisser les bras? Déjà, pourquoi qu'on ne baisse pas les bras? Parce qu'on est, on va dire, des combattants. Et comme mon collègue de ma gauche dit à chaque fois, il y a les Gaulois. Nous, on est les Gaulois, puis il y a autour. Mais disons que c'est le village romain, Voilà. le village gaulois et il y a les Romains autour. Voilà. Et nous, C'est-à-dire que nous, on lâche. Bon, déjà, premièrement, on sait très bien qu'on a un bon produit. On a les capacités de s'adapter à d'autres productions. À chaque fois qu'on a perdu nos emplois, c'est toujours à cause de personnes qui n'ont jamais su gérer l'entreprise. Et c'est retombé à chaque fois sur les salariés. Donc nous, on continuera à se battre et on est des battants de toute façon. Alors, cette décision d'occuper l'usine, vous l'avez dit dans les images qu'on a vues, vous le saviez déjà, vous aviez déjà commencé en plus le jour où vous avez reçu vos lettres de licenciement. Qui a pris cette décision? Comment est venue l'idée en fait d'occuper l'usine? Je pense que chez nous, la chance qu'on a dans notre entreprise, c'est qu'il n'y a pas 55 syndicats. Il n'y a qu'un syndicat, c'est Force ouvrière. Donc c'est plus facile de mener des mouvements qu'avec 50 salariés, qu'avec 50 syndicats. Il y aurait eu 2-3 syndicats dans l'entreprise, peut-être qu'on n'aurait pas arrivé à faire ce qu'on fait actuellement. Tandis que là, il n'y a qu'un syndicat, c'est Force ouvrière. Donc quand il n'y a qu'un syndicat, tout le monde ont la même, comment on va dire, la même... on est plus unis, disons. On est plus unis, quoi. D'accord, ça vous permet vraiment de mener des actions. Voilà, dans une entreprise, quand il y a trop de syndicats, on va dire, entre nous, chacun tire sur son côté. Chacun tire de son côté. Ils ne pensent pas à l'entreprise. Pour moi, je parle de moi. Ouais, ils ne pensent pas à l'entreprise. C'est, nous, on va faire ça, les autres, ils vont faire ça. Mais en fin de compte, ils se retrouvent à la rue et puis personne n'a gagné. Tandis que chez nous, peut-être qu'on va se retrouver à la rue, mais il n'y a qu'un syndicat et on sait qu'en n'ayant qu'un syndicat, Force ouvrière, on va dire, on se bat tous ensemble. Vous illustrez un petit peu l'union fait la force, le proverbe, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. C'est ça qui ressort, c'est quand même... vous êtes groupés pour la même cause. Alors, dans la vidéo, vous parlez de vos indemnités de licenciement, 12 000 euros. Tout à fait. Est-ce que vous les avez tous reçus aujourd'hui en intégralité? Aujourd'hui, on a tous reçu. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même scandaleux, que pas pour les gens de RL. Je parle pour tous les gens
qui ont perdu leur emploi. Je parle des petites PME, hein. Bien sûr, les grosses PME, on parle de Sifrance, ils se sont fait licencier, ils étaient en grève en même temps que nous, les autres grosses PME, mais moi je parle de toutes les petites entreprises. Alors, qu'est-ce qui est scandaleux? Bah, ce qui est scandaleux, c'est que moi, je vais toucher, je parle de moi ou de mes collègues, 25 ans de boîte, 11 000 euros d'indemnité de licenciement. Par contre, les grosses entreprises, bah, c'est 3 fois plus. Pourquoi? Bah, il y a 900 personnes. Donc on achète le social. Est-ce que c'est normal? Et en plus, nous, on a été liquidés. En plus, c'est nous qui payons notre propre licenciement, puisqu'on a été liquidés. D'accord. C'est-à-dire que c'est les AGS qui payent. Et les AGS, c'est vos impôts, c'est mes impôts. Est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est pas normal. Je ne prononce pas. Voilà. Pour nous, c'est pas normal. Comment vous l'avez vécu, vous? Vous auriez demandé quoi en plus? Qu'est-ce que vous auriez aimé en plus des 12 000 euros, par exemple? Nous? Peut-être plus d'argent ou autre chose, je ne sais pas, une reconnaissance? Moi déjà, en temps, on est liquidé, ok, mais on aurait pu avoir une poursuite d'activité derrière. Tandis que là, on nous l'a refusé. Comment vous auriez pu continuer l'activité en ayant été liquidé financièrement? On avait Et des judiciairement. commandes encore en cours. Ouais, une trentaine, ouais, je me souviens. Donc on pouvait très bien faire ces commandes. Ça nous aurait apporté de l'argent et peut-être qu'avec cet argent, on aurait peut-être pu s'en sortir. Qui sait? Mais là, en nous coupant l'herbe sous le pied, comme on dit, vous voulez faire quoi après? En terminant ces commandes, ça vous aurait fait quelques mois de salaire supplémentaire? Bah, ça allait n'importe comment, Peut-être. les clients, ils étaient là, les clients. Donc, si on avait les fonds pour continuer, on serait toujours en activité aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que petite PME, grosse entreprise. Sifrance, 50 millions d'euros, liquidation avec poursuite d'activité. RL Idriss, 37 salariés. Il manquait 300 000 euros. 300 000 euros. 300 000 euros. 300 000 euros, on a demandé une liquidation Je vous interromps, il manquait 300 000 euros, pourquoi? pour faire une poursuite d'activité. Pour faire une poursuite d'activité, Voilà. d'accord? 300 000 euros, 37 salariés, on a demandé une liquidation avec poursuite d'activité pour continuer à trouver un potentiel repreneur, refusé. Alors 50 millions, 300 000. Pourquoi le tribunal de Sifrance accepte, dans le Nord? Pourquoi le tribunal de Dijon? Dites-le moi. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout question, 900 personnes fait plus de bruit que 37. Mais 37 multiplié par 10 entreprises ou par 100 entreprises, ça fait 3700 entreprises qui sont liquidées. Sauf que une entreprise dans le Nord de 37, une là, ça fait moins de bruit fait moins de qu'une vagues, grosse quoi. Ouais, je société. comprends. Puis les médias s'en parlent peut-être plus Et les médias, ils ont... d'entreprises de 900. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes là ce soir, donc on va évoquer un peu l'ambiance, la vie à l'usine en fait. Donc depuis le 22 novembre dernier, vous occupez l'usine, ça fait 14 semaines que vous vous relayez pour dormir dans les locaux en fait. Donc cette usine devient un peu votre lieu de vie à temps partiel en fait. Je vous propose de regarder quelques images qui vont nous donner un petit aperçu de l'ambiance qui règne au sein d'RL Idriss en ce moment. Des responsabilités, donc avec un homme de terrain pour tout ce qui n'est pas dans ma nature. C'est pour ça que vous avez fait dehors, pour vous protéger des intempéries et prendre l'air, peut-être prendre des repas, faire des pauses cigarettes. Ici, on a le fameux calendrier où vous marquez le nombre de semaines que vous avez passé ici. Ici, on a la Bible RL Idriss, donc vous me l'avez montré. On voit donc les coupures de journaux relatives aux différentes péripéties que vous avez traversées. Il y a aussi d'autres papiers, mais on y reviendra un peu dessus tout à l'heure. Et pour terminer, donc c'est le plus drôle quand même, c'est ce que vous m'avez montré tous les deux, la marionnette de votre patron, donc du représentant de l'ex-propriétaire métallique qui s'appelait Monsieur d'Aventure. Donc ici, vous avez fait une marionnette à son effigie avec un beau maillot Force ouvrière. On voit même qu'il a une cigarette et une couronne à son nom, Roi d'Aventure. Donc c'est assez ironique tout ça. Donc on a vu que vous avez des petites choses auxquelles vous tenez finalement, parce que vous les gardez. J'aimerais d'abord qu'on dise un ou deux mots sur le calendrier de l'occupation, je l'ai baptisé comme ça. Qu'est-ce qui représente ce calendrier pour vous? Il marque l'évolution de votre combat? Ça vous donne des ailes de voir le temps que vous avez tenu? On va dire que c'est un petit truc entre nous. C'est-à-dire qu'on a été voir une personne pour demander s'il n'y a pas de repreneur de nous, si on voulait partir, c'est avec une certaine somme.
Et bon, en rigolant, on a dit, de toute façon, maintenant on est chômeurs, s'il faut rester 2 ans dans l'usine, on restera 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à marquer des semaines. Et maintenant, alors c'est devenu quoi? C'est parti d'une blague et maintenant Et maintenant, on continue à vous faire. barrez les semaines sans rien penser Voilà, ou vous dites, non, ah tiens, déjà 14 semaines qu'on est là? Disons que c'est symbolique. Voilà. Voilà, c'est symbolique. On sait très bien que ça ne va pas durer 2 ans. Ça ne Voilà. durera pas 2 ans. Mais c'est le fait que c'est une fierté, en quelque sorte. C'est une fierté. Dire, voilà, on a tenu une semaine de plus. Et le témoin du voilà. temps passé ici, Voilà aussi, tout à fait. enfin, ça vous rend fier aussi de voir un peu, c'est une Oui. trace de votre combat, de la durée du Voilà. combat. Voilà. Ouais, la On durée a- du combat, c'est Ouais, tout, je vous en prie. Comment? Vous allez dire quelque chose? Non, mais c'est-à-dire que c'est pour aussi prouver la durée de notre combat. C'est important, quoi, parce que bon, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, aujourd'hui on est à 14 semaines, c'est 14 c'est important semaines pour nous. et C'est- quelques c'est- jours en Ça plus. montre quand même Ben, qu'on est là, qu'on s'y que intéresse. vous approchez, ouais. on ne qu'on se pensait bat. pas que ça durerait aussi longtemps. Mais bon, pour l'instant, ça tient. On verra. Jusqu'à quand? On ne sait pas. On verra. Alors, dans toutes les actions, donc on l'a dit, il y a 2 ans, vous avez fait une action un peu coup de poing. Ce n'était pas la première fois, vous n'avez jamais baissé les bras. Est-ce qu'il y a un noyau dur de salariés qui s'est toujours joint aux actions? Parce qu'on a l'impression que vous avez toujours spontanément réagi d'un bloc face aux difficultés financières de votre entreprise. Est-ce qu'il y a un noyau dur comme ça de personnes, de ceux qu'on va appeler les ex-Erel Idriss? Qui sont la vingtaine de personnes qui restent sur les 37 aujourd'hui? On va dire que c'est les petits salariés, on va dire. Plutôt les petits salariés C'est que... ceux qui travaillent plus, on va dire, dans les ateliers. On va dire. D'accord. Voilà. Les administratifs, ils ne restent pas. De toute façon, les administratifs, ils ont été solidaires. Maintenant, bon, on est à l'atelier, ils vont peut-être m'écouter, mais c'est un petit, entre guillemets, leur mettre un petit peu les points sur les i. C'est-à-dire que les salariés qui étaient dans l'administratif, en 2009, ils étaient bien avec nous. C'est-à-dire que c'est des personnes qui avaient entre 57 et 58 ans. Donc, il leur manquait comment on va dire ça, Des années des années pour les retraites. Ils étaient bien contents de nous trouver pour qu'en 2009, on fasse le coup de poing et qu'on retrouve un repreneur. Aujourd'hui, on arrive en 2011, ces mêmes salariés, 2012. maintenant, c'est eux, 2012. moi je le dis en face de la caméra, et il n'y a pas que moi, c'est la vingtaine de salariés qui se battent pour l'entreprise, c'est eux qui ont fait couler l'entreprise. Ils ont tout fait pour que l'entreprise Erel Idriss ferme. Eh oui, Oui, parce que nous, on sait beaucoup de choses. C'est des salariés de Erel Idriss qui ont fait visiter à de potentiels repreneurs l'entreprise en disant à ces potentiels repreneurs que l'usine était morte, que si les gens ils étaient licenciés, c'est le potentiel repreneur qui allait payer. Mais il n'y a pas que... Donc ça fait peur aux repreneurs, quoi. Bah, tout Ça à ne fait pas le oui. repreneur. à Après, effectivement, il n'y a pas que ça non plus. C'est pas à des... Quand on est en redressement judiciaire, c'est pas à des salariés de faire visiter l'entreprise à des repreneurs. Il y a des gens qui sont nommés pour faire ce travail. On ne donne pas la permission ou on délègue à des gens, des sont salariés, qui, eux, veulent à tout prix fermer l'entreprise, faire visiter. Voilà. Ça va choquer certaines personnes, mais moi, je préfère être franc, quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, les 20 salariés qui restent, qui se battent, ils sont tous d'accord avec moi. Donc on se doute que vous n'occupez pas l'usine sans but. Vous avez, il y a quelques semaines, décidé de relever vos manches et de bosser sur un nouveau projet afin d'attirer justement l'attention d'éventuels repreneurs. On va regarder tout de suite de quel projet il s'agit avec ce reportage réalisé hier. Pour la 14, on entame notre 15e semaine. Une semaine de plus. Depuis le 22 novembre dernier, une vingtaine d'ex-salariés d'Erel Idriss se relaient nuit et jour pour occuper l'usine. Licenciés peu avant Noël, faute de repreneurs, ils ont décidé de mettre leur temps à profit pour concevoir une passerelle d'embarquement et de débarquement pour bateaux. L'idée, c'est peut-être de faire du haillon élévateur et avoir une nouvelle production. Et aussi prouver que sans bureau d'études, sans chef d'équipe, mais que des petits salariés gagnant 1100 €, avec nos mains et en ayant un peu de jugeote, on arrivera à la faire fonctionner. Une passerelle comme ça, on l'a estimée à 7500 € déjà.
Donc peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés. Mais nous, on ne voudrait pas faire qu'une passerelle de débarquement, que pour les bateaux, mais aussi essayer de la mettre au point pour des ports de plaisance. Pour démarrer la construction de la passerelle, Manuel et les autres n'ont fait que récupérer des pièces qu'ils avaient déjà. Aujourd'hui, ils tentent de résoudre un problème sur le garde-barrière. Certaines pièces d'origine ne sont pas compatibles avec cette version améliorée qu'ils ont conçue. Il faut les refaire à la main. Heureusement, les salariés connaissent chaque machine et chaque outil des 22 000 mètres carrés de l'usine. Michel travaille ici depuis 34 ans. Aujourd'hui, s'il a choisi de rester, c'est avant tout par solidarité avec ses camarades. Si on n'est pas solidaire, c'est déjà pas joli tous les jours. Si on fait rien, c'est sûr qu'on va à la catastrophe. Moi j'ai des enfants, je suis bien content qu'il y ait des gens qui leur fassent confiance. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je laisse attendre mes collègues. Je suis plutôt là s'ils ont besoin d'un soutien technique, parce que je suis technicien avant tout. Je serai toujours là pour leur donner des conseils ou des appuis. Hier, Arnaud Montebourg a rendu visite à ses ex-salariés qui refusent de baisser les bras. Même s'ils savent que l'on est en pleine campagne présidentielle, ils espèrent que leur cause sera entendue. Donc Arnaud Montebourg, on l'a vu, est venu vous rendre visite lundi matin. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa visite? Il a parlé de repreneurs, est-ce que c'était des paroles en l'air? Vu qu'on est en campagne, qu'est-ce que vous avez pensé de sa visite et de son soutien? Monsieur Montebourg, pour toute l'équipe, il nous a éventuellement mis dans notre tête qu'il y aurait peut-être des collègues qui connaissent dans la Saône-et-Loire qui pourraient éventuellement reprendre l'entreprise. Mais bon, on ne va pas dire que pour l'instant c'est que des paroles, mais la réalité peut aussi rester à venir. Bon, si M. Montebourg nous a dit qu'éventuellement il peut nous aider, je pense qu'on peut quand même le croire, quoi. Bon, en tout cas, ça peut toujours élargir le débat et faire partie de ces rapports de campagne qu'il est en train de faire pour François Hollande, de toute façon. Exactement. Alors, on va bientôt conclure ce débat. Avant de terminer, je voudrais vous poser une ou deux questions assez rapides. À quand le démantèlement de l'usine? Pour l'instant, on ne le sait pas. Pour l'instant, vous ne savez pas? On sait qu'on a eu le commissaire-priseur qui est venu, il y a eu un truc ordonné par le tribunal de commerce, mais bon, on a dit, vous venez, vous discutez avec nous, le prochain coup, si vous venez, nous on ferme la porte à clé, vous viendrez pour nous faire sortir avec les forces de l'ordre public, quoi, on va dire. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de date arrêtée. Il n'y a pour l'instant pas de date. Est-ce que vous aimeriez dire un petit mot avant de conclure assez rapidement? Tout à fait. Allez-y. Moi, je voudrais dire aux épouses, des salariés qui font les nuits et puis le combat, et je les remercie parce que je pense que même si elles dorment pas la nuit ou quoi que ce soit, elles soutiennent leur mari, et on sait très bien que quand un mari a des problèmes et leur famille les soutient, on a le moral et tout. Voilà. Je remercie aux femmes et puis voilà. Bon, on va arrêter ce débat sur ces remerciements. Merci à tous les trois d'être venus. Et à bientôt pour un nouveau débat. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci.